Bonsoir. Christian Page se passionne pour les phénomènes paranormaux depuis de nombreuses années. Il explore l'univers de la voyance, des médiums et des ovnis dans un livre. Celui qui fait maintenant preuve d'un grand scepticisme a toutefois connu une expérience troublante et inexpliquée dans sa jeunesse. Christian Page est avec nous. Vous savez, j'ai souvent reçu sur ce plateau France Gauthier qui est venue me parler de phénomènes paranormaux. Elle est persuadée que tout ça existe, les médiums, les relations avec l'au-delà, etc. Je reçois, je dirais, son antithèse. Dans mon livre à moi, j'avais l'impression que c'était son antithèse jusqu'à ce que je lise ce livre-là. C'est Christian Page. Christian Page qui s'intéresse depuis 35 ans aux phénomènes paranormaux, mais qui est extrêmement sceptique. Alors, si vous voulez, dans un spectre, on a France Gauthier qui croit ça dur comme fer et Christian Page qui est très sceptique. Bonsoir, Christian Page. Bonsoir. Sauf que je lis le livre et vraiment, je suis tombé des nues en lisant le premier chapitre où on apprend que vous avez vécu quelque chose de vraiment exceptionnel. Pour un sceptique, là, tu dis, ça se peut-tu vivre quelque chose du genre? Bon. Alors que France Gauthier n'a pas vécu ça. Non, non, je comprends. Alors, racontez-moi ce qui a déterminé votre vie, parce que si vous avez fait tant de recherches, que vous êtes intéressé tant que ça au médium, à la vie après la vie, aux soucoupes volantes, etc., c'est que vous avez vécu un événement. Décrivez-moi ça. Bon, dans un premier temps, il faut quand même mentionner, quand vous dites « je suis sceptique », oui, pour moi, sceptique, c'est dire « je n'ai pas la preuve convaincante et je réserve mon jugement ». Alors que le militantisme sceptique, lui, va dire « tout ça est faux, tout ça est de la fraude, donc il n'y a rien de vrai là-dedans ». Donc moi, je suis plutôt du genre « on manque de preuves, restons l'esprit ouvert, regardons, c'est intéressant, approchons le mystère ». Et vous l'avez mentionné, il y a 35 ans, c'était en 1976, je faisais de l'autostop à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Et à ce moment-là, les phénomènes paranormaux étaient très, très loin de moi. Évidemment, comme n'importe quel jeune adolescent, j'avais vu la série Les Envahisseurs avec les extraterrestres qui avaient le petit doigt en l'air, bon, ce genre de trucs-là. Mais c'était quand même très loin de moi. Je ne m'intéressais pas à ces sujets-là. Et puis, je faisais de l'autostop, une voiture s'est amenée. Et au moment où la voiture est arrivée à ma hauteur, le chauffeur a donné comme une sorte de coup de volant. La voiture s'est retrouvée dans le gravier, a dérapé. Et au moment où la voiture allait me frapper, j'ai eu l'impression d'être soulevé du sol et de passer par-dessus la voiture. Lorsque la voiture est retournée sur la chaussée, le chauffeur a repris la maîtrise de son véhicule et s'est éloigné. Moi, je me suis retrouvé là, en faisant ce saut en l'air, au moment où j'ai passé au-dessus de la voiture, je suis retombé dans un fossé. Alors, c'est bien décrit dans le livre. On a l'impression, comme vous écrivez ça, qu'il y a comme une espèce de bulle d'air ou de bulle d'énergie, je ne sais pas quoi, qui vous soulève, parce que vous dites que c'était indépendant de ma volonté. Oh, c'est pas vous qui avez sauté. J'ai eu vraiment l'impression de m'être retrouvé en état d'apesanteur au-dessus de cette voiture-là. Ça veut dire combien de pieds de haut, ça? Bon, je dirais à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. Donc, oui, c'est très haut. Et je me rappelle distinctement qu'au moment où je me trouve en l'air, et tout ça se fait très, très vite, mais j'ai assez de temps pour faire bouger mes pieds et avoir l'impression que je marche en flottant dans l'air. Donc, je vois la voiture qui passe sous moi. Évidemment, je raconte ça, on va dire, mais ce type-là est complètement déjanté. C'est un peu l'impression que ça donne. Si vous l'êtes ou pas, je veux qu'on décrive exactement, parce que c'est bien écrit dans votre livre. Vous sentez, quand l'automobile arrive, vous savez qu'il va vous rentrer dedans. Oui, absolument. À ce moment-là, je suis un peu figé. Les gens qui ont eu un accident du genre connaissent bien ce feeling-là. Donc, quelques secondes avant l'impact, on serait dit, on est certain que ça va se produire. Et là, soudain, cette sorte de bulle, je me retrouve en apesanteur au-dessus de ce véhicule qui passe sous moi. Et j'ai le temps de voir non seulement la malle arrière de la voiture, mais j'ai le temps de faire bouger mes pieds. Et je sens que je flotte au-dessus de la voiture. La voiture va retrouver son équilibre. Le chauffeur va reprendre le contrôle de la voiture. Elle va retourner sur la chaussée. Pendant ce temps-là, et tout ça se fait en une fraction de seconde, je bascule vers l'avant, mais je ne suis pas tombé tête première dans le fossé. Comme j'explique dans le volume, c'est comme si j'avais une sorte de harnais à la taille et que j'avais basculé vers l'avant, un peu comme les trapézistes du Cirque du Soleil. Et je me suis fait déposer assez doucement dans le fossé. Alors, jusque-là, déjà, on dirait « Wow! »
C'est bon. Mais ce n'est pas tout, mesdames, messieurs. Ce n'est pas tout. Le meilleur est à venir. Qu'est-ce qui se passe subséquemment? Donc, lorsque je me remets en position debout, je vois le véhicule qui s'éloigne. Et là, à ce moment-là, déjà, je suis étonné par ce qui vient de se passer. Et au moment où je prends conscience de tout ça, de l'aspect impossible de la chose, j'ai l'impression d'être entouré par des gens que je ne vois pas. Donc, cette impression d'être épié. Et comme je réalise cette impression-là, je sens des mains qui m'agressent. Donc, des mains vont se jeter sur moi et on me retourne, je suis face contre terre et on me soulève du sol. Et là, ces gens-là, ces gens entre guillemets, invisibles, parce que je suis à peu près paralysé, je tourne la tête à gauche et à droite, et il n'y a rien. Je ne vois personne. Donc, ces mains-là qui me saisissent, j'ai des mains qui me serrent le tour des chevilles, des mains qui me serrent le tour des épaules, et ces mains-là vont m'amener dans le... Parce qu'on est aux côtés d'un champ de maïs, un champ friche, donc on m'amène dans ce champ-là, et je ne flotte pas comme sur un tapis magique, là. Je sens un mouvement d'oscillation de haut en bas, comme des gens qui marchent et qui se déplacent en marchant. Mais là, vous ne voyez rien. Vous tournez la tête de partout. Je suis comme paralysé, comme un saucisson. Je peux tourner la tête à gauche et à droite. Il n'y a rien. Et là, j'entends distinctement les gens qui vont ces gens-là qui vont se mettre à parler. Je ne les entends pas dans ma tête, ce n'est pas de la télépathie, j'entends distinctement leur voix de façon auditive, mais qui parlent un peu comme si leur voix venait à travers une membrane ou s'ils parlaient en se gargarisant. C'est ce que je dis, c'est l'expression que j'utilise dans le mot, en se gargarisant. En français. Et en français, sans accent. Et la personne qui me tient par les chevilles dit « on va le tuer ». Je l'entends distinctement dire ça. Il va répéter ça 2 ou 3 fois. On va le tuer, on va le tuer. Et au moment où j'entends ça, ce qui me frappe, c'est que la voix n'est pas plus haute que la hauteur de mes chevilles. Donc, la personne qui me tient par les chevilles doit être, passez-moi l'expression, doit être un nain, un abo, comme quelque chose comme ça. Tout petit, là. Et là, j'entends une seconde voix qui dit « non, on va seulement lui faire peur ». Mais cette deuxième voix n'est pas la voix de la personne qui me tient par les épaules, mais semble venir de plus loin, à hauteur d'homme, comme s'il y avait un éclaireur devant la troupe. Et ces gens-là vont répéter 2 ou 3 fois cette diatribe-là. On va le tuer, non, on va lui faire peur, on va le tuer, on va lui faire peur. Et à un moment donné, on me redépose sur le sol, je sens une pression entre mes omoplates et tout s'arrête. Mais là, vous êtes loin de la route, là, à ce moment-là? Oui, là, je me retourne. Il n'y a rien autour de moi. Je suis à peu près, là, j'ai fait peut-être une distance d'à peu près 30 mètres là, dans le champ de maïs. Je regarde la route. Il n'y a personne autour de moi. Tout s'est arrêté. Donc, cette expérience-là, il m'a fallu plus de temps pour vous la raconter qu'elle s'est réellement produite en réalité. Parce que c'est très rapide, mais en même temps, un peu comme quand on vit un accident, c'est que ça se fait très, très rapidement. J'ai eu une collision l'année passée encore récemment, et tu le sais qu'il va y avoir la collision. Ça va vite, 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 mais en même temps, ça... C'est comme une image, un peu comme un stroboscope. Donc, c'est des images saccadées, donc on voit l'expérience. Cette expérience-là, vous l'avez mentionné, est l'expérience la plus marquante de toute mon existence. À partir de là, je suis devenu passionné par les phénomènes paranormaux. J'ignorais ce que c'était. Je me rappelle être retourné le lendemain à la bibliothèque municipale de mon quartier. J'ai demandé des livres sur les phénomènes paranormaux. Je m'attendais à trouver 2 ou 3 livres sur les fantômes ou des trucs comme ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait des rayons complets de gens qui avaient vécu des expériences tout à fait extraordinaires. Mais êtes-vous retourné sur place? Est-ce que vous êtes allé absolument. Est-ce qu'il y a des traces de ce que vous aviez vécu? Ah non, je ne suis pas retourné immédiatement après. Donc, il m'a fallu quelques mois, quelques années même avant de retourner sur place. Vous aviez trop peur d'y retourner ou quoi? Oui, je crois qu'au début, j'ai été très réservé. D'ailleurs, on voit ici sur une photographie, on voit l'endroit exactement où ça s'est produit. Donc, le paranormal a malheureusement cette qualité d'être très banal parce que j'ai amené des gens puis ils s'attendaient de voir un champ et avoir un peu de la brume au-dessus du champ. Non, c'est un fossé tout à fait banal sur le bord, sur l'accotement d'une route. Preniez-vous de la drogue à l'époque? Vous étiez jeune, vous étiez ado, vous prenez les années 70. Les années 70, le rock'n'roll, du coup, pour moi, il fumait du pot. Il en fumait du bon en plus, non? Mais non. Ce qui est extraordinaire de cette expérience-là, c'est qu'avec les années, bon, évidemment, à l'époque, cette expérience-là, je ne l'ai pas remise en doute. C'était mon expérience. Pour moi, j'avais été agressé par des entités invisibles. Avez-vous eu des cauchemars ou des choses du genre? Vous n'en parlez pas dans le livre? Oui, pendant des années, j'étais très préoccupé par cette histoire-là. Ma vie tournait autour de ça. Même, j'avais une personnalité qui était un peu difficile. Je suis devenu très réfractaire, également très isolé par rapport à moi-même.
il y avait quelque chose qui m'agaçait là-dedans, quelque chose qui m'a troublé, et je le mentionne bien dans le livre. Heureusement, à l'époque, dans les années 70, il y avait ici au Québec une association qui s'appelait UFO Québec. C'était essentiellement des gens qui avaient des formations académiques, qui s'intéressaient aux ovnis, donc c'était pas n'importe quel zigoto qui courait après des soucoupes volantes. Malheureusement, cet organisme a disparu, mais à l'époque, cet organisme existait. Par un concours de circonstances, il y avait eu à peu près à la même époque où j'ai vécu mon expérience, il y a eu dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu une série d'observations d'OVNI. UFO Québec s'est rendu sur place pour enquêter. J'ai pris contact avec ces gens-là pour leur livrer mon histoire. Ils ont été les premiers à en entendre parler. Et l'un d'entre eux, Claude Macduff, qui est décédé maintenant, m'a pris un peu sous son aile. Et c'est ainsi que je suis devenu l'enquêteur du paranormal. Et quand vous êtes enquêteur, vous avez fait un tas de livres, un tas de séries télévisées, puis vous avez enquêté sur un tas de phénomènes dont on va parler. Mais pour clore ce chapitre-là, vous dites, c'est réapparu dans les années 80, mon questionnement là-dessus. Voilà. Mais il y a quand même une contradiction dans votre affaire. Qui est? C'est que si c'est des entités, je sais pas, des esprits ou des extraterrestres, il y a une contradiction. Ils vous auraient sauvé la vie en vous soulevant, puis l'auto passe, et ils font baisser comme ça au niveau du sol. Et après ça, ils vous prennent puis ils menacent de vous tuer. Ça marche pas. Il ne peut pas sauver la vie de quelqu'un pour le tuer. J'ai exactement fait cette réflexion-là aussi dans le bouquin. Il y a quelque chose de tout à fait contradictoire et je ne peux que le reconnaître. Et la grande question, c'est de savoir quelle est la motivation, quel est le scénario derrière ça. Et à travers le temps, on constate que des phénomènes paranormaux semblables aux miens se sont déjà produits. Je ne suis pas le seul à raconter une histoire comme celle-là. Et souvent, ces histoires-là sont marquées par des événements contradictoires. Maintenant, la grande question, puis il faut quand même le reconnaître, aujourd'hui, et je le mentionne dans le livre, moi-même, je mets un bémol sur l'acuité des informations, c'est-à-dire que l'acuité du récit. Les gens, lorsque l'on raconte un événement, on ne raconte jamais l'événement en soi, on raconte le souvenir que l'on a de l'événement. Mais vous l'avez quand même décortiqué pendant de longues années. Et vous avez, étudié un certain nombre d'hypothèses. D'abord, la première, c'est l'hallucination. Absolument. Est-ce que vous pensez que c'est une hallucination? J'ai des amis qui sont psychologues, psychiatres, avec qui on a parlé de cette situation-là, et eux me disent qu'à peu près la seule pathologie connue qui peut se produire un peu de cette façon-là, où on entend des voix, on a l'impression d'être contrôlé par des entités désincarnées, c'est une forme de schizophrénie. Mais est-ce que la schizophrénie... Est-ce que vous êtes schizophrène? Non, c'est ça. Donc, est-ce que la schizophrénie peut se produire une seule fois dans la vie d'un sujet et ne se manifester que pendant 30 secondes? Ça n'a pas été documenté dans la littérature médicale. Donc, il y a une autre hypothèse aussi sur la mémoire sélective, ou je sais pas quoi. C'est ça. Donc, on appelle ça de la cryptomnésie, mémoire sélective aussi. Donc, on prend un événement, on ne retient que certains détails de l'événement. Peut-être que finalement, la voiture m'a frappé, peut-être que je suis tombé dans le fossé, peut-être que j'ai imaginé l'ensemble de l'expérience. Et il y a même certains éléments dans cette expérience-là, je le mentionne dans l'ouvrage, lorsque j'entends donc ces voix qui parlent, qui me disent « on va le tuer, on va lui faire peur, on va le tuer, on va lui faire peur », quelques années après, j'ai vu un film à la télévision qui s'intitulait « Les créatures de l'ombre ». En anglais, c'était la version française d'un film qui s'intitulait « Don't be afraid of the dark », où des gens sont aux prises avec des petites créatures qui vivent dans une cheminée. Et une femme libère les créatures qui n'ont plus que l'intérêt de ramener cette femme-là dans leur antre. Et on vient d'ailleurs de faire un remake de ce film-là. Et à un moment donné, en voyant ce film-là, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à un moment donné, les créatures sont sur le linoléum de la salle de bain. Et l'une d'entre elles dit à l'autre créature, elle dit « on va la tuer, on va la tuer ». Et l'autre lui dit « non, on va rien que lui faire peur, on va rien que lui faire peur ». J'étais frappé pourtant, en voyant cette image-là, ça se produisait des années après mon expérience, j'étais frappé de voir comment le discours de ces petites créatures à la télévision ressemblait au discours que moi-même j'avais entendu dans le champ. Donc vous pensez que vous avez peut-être déjà vu le film antérieurement? Est-ce qu'il n'est pas possible que j'ai pu voir le film? Il y a un phénomène qu'on appelle en psychologie ou en psychiatrie la cryptomnésie, c'est-à-dire on prend de l'information, elle est gardée au fond de la mémoire et un événement traumatique. Non, mais quand même, on ne peut pas faire un cauchemar sur le bord de la route puis imaginer tout ça. Si vous étiez dans votre lit, on pourrait le croire. Mais c'est justement l'intérêt des phénomènes paranormaux. Il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas dissocier la nature humaine du sujet et c'est pour ça que le sujet, depuis 35 ans, m'interroge. Alors, il faut faire une pause. À la question, est-ce que vous avez vécu quelque chose? Vous dites oui. Oui. Mais là, 35 ans après, vous dites, je sais pas ce que j'ai vécu. C'est donc bien avancé, c'est ça, être sceptique. On va parler donc des médiums, entre autres, et des capacités extrasensorielles. Il y a des bémols là-dedans. Vous croyez à certains éléments, puis d'autres moins, après la pause.
Avec moi, Christian Page, qui a écrit L'enquêteur du paranormal. Avec moi, Christian Page, qui a écrit L'enquêteur du paranormal 1, c'est chez Publistar. Alors, avant la pause, on a parlé de votre cheminement. Donc, après cet événement-là, vous vous intéressez considérablement aux phénomènes paranormaux, au point où vous consacrez votre vie à enquêter sur différents phénomènes. J'aimerais qu'on parle des médiums, parce que c'est un peu à la mode. J'en ai eu quelques-uns. On parlait de France Gauthier en début d'émission, qui, elle, est persuadée qu'il y a des gens qui ont ces capacités là, de percevoir des choses, que ça vienne d'autres dimensions ou quoi que ce soit. Vous avez enquêté sur un certain nombre de cas là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des médiums? Dans un premier temps, lorsque l'on parle de la perception extrasensorielle, il y a quand même des choses qu'on doit dire, là. Établissons des bases. Les phénomènes paranormaux font l'objet d'une étude rigoureuse depuis à peu près 90 ans. À partir du moment où on a rationalisé ces phénomènes-là, il y a un certain nombre de gens dans des universités, des groupes académiques qui se sont intéressés aux phénomènes paranormaux. On pourrait dire également que les phénomènes paranormaux se présentent en deux volets. On a ce que moi j'appellerais les classes mineures, donc ce qu'on retrouve par exemple dans les foires ésotériques, médiums, clairvoyants, liseuses de bonne aventure, cartomanciennes. Quelqu'un qui prédit l'avenir en regardant les lignes de la main. C'est ça. Donc c'est pour 10 $, je vais vous donner votre avenir. Et puis il y a tout un groupe de phénomènes paranormaux qui sont étudiés de façon rigoureuse par des chercheurs, par des groupes universitaires et qui essaient d'approcher un peu ces énigmes-là pour voir comment ça fonctionne. Donc déjà là, on a une différence entre deux types de phénomènes. Mais entre autres, France Gauthier nous parle de Pierre Lessard, là, qui est un Québécois qui entre en contact avec le comte de Saint-Germain. Je l'ai eu ici, Pierre Lessard, puis il persiste et signe. Guy Corneau, son ami, le psychologue, il dit que ses enseignements, je ne sais pas si c'est vrai qu'il parle au gars, mais ses enseignements, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il change de voix, puis il entre en transe. C'est possible, ça? Bon. Dans le cas de ces médiums-là, moi, ce qui m'intéresse dans le phénomène, c'est l'aspect journalistique de la chose. C'est-à-dire qu'on a la phénoménologie, donc le phénomène tel qu'il se produit. Donc, on peut documenter, qu'on peut quantifier. Voilà, ça s'est produit de cette façon-là. Maintenant, au-delà de ça, comment ça fonctionne? Quelle est la mécanique derrière ça? Est-ce que ces gens-là ont la conscience de ce qui se produit? Est-ce qu'ils canalisent des énergies? Ça, on tombe un peu dans un domaine de croyance et à ce moment-là, la science ou la documentation journalistique n'a plus prise. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il contacte ou qui réussit à se mettre en vibration avec le comte de Saint-Germain, mon problème, c'est que le comte de Saint-Germain, historiquement parlant, est un escroc. Donc, moi, quelqu'un qui canalise un escroc, déjà, je me dis mauvais choix. Ouais, j'ai lu sa biographie là, donc, de le comte Sadier, c'est vrai qu'il est... Bon, le comte de Saint-Germain, ils n'ont pas peur des mots, était un escroc. Donc, quelqu'un qui me dit je canalise Saint-Germain, Cagliostro ou d'autres personnages comme ça qui ont marqué un peu l'histoire du mysticisme en France, là, à l'époque du Roi Soleil, bien évidemment, ça me paraît être un mauvais choix. Ça fait bien, ça fait exotique. Je canalise le comte de Saint-Germain. Maintenant, il faudrait voir, est-ce que cet individu-là peut nous donner des informations qualitatives qui pourraient être vérifiées par des historiens en Europe pour démontrer si oui ou non ce personnage-là ou le personnage décrit des choses qui sont vérifiables. Moi, ce qui m'intéresse lorsque des gens me disent je suis médium, j'ai des perceptions extrasensorielles, je me dis essayons de vérifier quelle est l'acuité de ces informations. Lorsqu'un médium nous dit, par exemple, lorsqu'il y a une disparition d'enfants ou des assassinats... vous en parlez, là. Absolument. Vous donnez des exemples très concrets de gens qui ont vu des choses. Et ça laisse pantois, d'ailleurs. Racontez-moi 3-4 cas comme ça. Lorsque les gens racontent ça, par exemple, et mon ami Claude Poirier pourrait vous en parler, lorsqu'il y a une disparition au Québec, il doit y avoir une flopée de médiums qui appellent les services de police pour dire il doit être près d'un cours d'eau, il doit être près d'un arbre, près d'une forêt. Bon, vous savez qu'ici au Québec, là, veut dire vous êtes toujours à 300 mètres d'un cours d'eau à peu près. Donc, il ne faut pas être un grand médium pour deviner ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble des cas rapportés, il y a quelques cas qui nous font réfléchir. Je prends un cas ici au Québec que les gens connaissent, ont sûrement entendu parler, mais dont on ne connaît pas très bien les tenants et aboutissants. Donc, on est en le 1er novembre 1984. 3 enfants disparaissent ici à Montréal le même jour. Anton Lubin, Sébastien Métivier et puis le jeune Maurice Vien. Immédiatement, il y a un branle-bas de combat. La police n'est pas en mesure de déterminer si ces enfants-là ont disparu par un même pédophile, un même agresseur, ou si ces cas-là sont séparés. Mais à tout le moins, il y a un branle-bas de combat et on le comprend, lorsqu'un enfant disparaît, on met tout en œuvre pour les retrouver. À ce moment-là, alors que des équipes de bénévoles s'organisent pour essayer de retrouver ces enfants-là, il y a un policier à la retraite, Steve Lynch, et un hypnothérapeute de Québec qui décident d'aller contacter un médium de la région de Saint-Jérôme et lui disent « Nous allons nous concentrer sur un cas en particulier, le cas du jeune Maurice Vien. »
le plus jeune d'ailleurs des 3 enfants disparus. Et les policiers ont trouvé quelques heures plus tôt son blouson le long de l'autoroute 20. À ce moment-là, les policiers ont la certitude que Maurice Vien n'est plus à Montréal. Il est ailleurs au Québec. Mais le Québec, c'est grand, on le comprend. Donc, ces gens-là vont aller voir ce médium. Et là, on ne parle plus, parce que, bon, les sceptiques vous diront tout le temps que les médiums disent des choses évasives qui ne mènent nulle part. Mais tenez-vous bien, là. Le médium va dire à ces gens-là, il dit, écoutez, il dit, vous allez prendre votre véhicule, vous allez vous diriger en prenant l'autoroute 20 jusqu'à la rivière Richelieu. Une fois sur place, vous allez vous arrêter et me téléphoner. Ces gens-là font donc suivre à la lettre les conseils du médium, se rendent sur place, trouvent une cabine téléphonique, l'appellent, et là, le médium leur demande ce qu'ils voient. Ils disent, on voit une chose, on voit une route, on voit une superstructure. Ils disent, allez vous tourner vers le nord, vous voyez tel truc, vous voyez des arbres, oui, allez vers... Et le médium n'est pas avec eux, là. Il va les guider et pour faire une histoire rapide, de fil en aiguille, il va les conduire comme ça, par téléphone, jusqu'à une petite maison abandonnée au bout d'un chemin de terre. Et là, il leur dit, dans cette maison se trouve le corps de Maurice Vien. Et tout ça, on a un enregistrement. Là. Il dit, le corps se trouve dans la maison. Il dit, il y a un trou dans le plancher et le corps est dans le trou. Les gens sur place disent, est-ce que tu nous parles d'une cave? Il dit, non, non, il y a réellement un trou dans le plancher. C'est difficile à visualiser, mais le corps est là. L'enfant est sur le ventre. Il est mort, il a été battu à mort, il est à demi dévêtu. Et c'est comme ça que le corps se trouve. Les gens, donc, forcent cette petite cabane, parce que, bon, elle est placardée, c'est une cabane abandonnée. Ils vont pénétrer à l'intérieur et vont trouver le corps de Maurice Vien. Là, c'est le médium que conduit ces gens-là sur place. Au point où les policiers ont même des doutes et se demandent si c'est pas lui qui vous l'avez bien tué compris, parce qu'immédiatement, en trouvant le corps de Maurice Vien, Steve Lynch et l'hypnothérapeute de Québec vont contacter la Sûreté du Québec, qui arrive sur place quelques minutes après. Et comme ça paraît extraordinaire, parce qu'on est loin de ce que la zone de recherche établie par les services de la police, on s'étonne que ces gens-là soient venus à cet endroit-là et à pile point. On leur demande pourquoi ils sont là, et ces gens-là disent « on était guidés par un médium ». Bien, vous l'aurez compris, la seule personne qui peut savoir où se trouve le corps de Maurice Vien, dans quel état il se trouve, de quelle façon il a été tué, de quelle façon il est vêtu, ne peut être que l'assassin. Et immédiatement, le jour même, ce médium, que nous appellerons Monsieur X pour les besoins de notre conversation, que je connais, que j'ai rencontré, j'ai fait des entrevues avec lui, on en parle là-dedans. Cet homme-là, évidemment, se retrouve dans le collimateur de la Sûreté du Québec. Il va lui-même, le soir même, en apprenant qu'il est un peu recherché, il va lui-même se présenter au service de police. Et après une longue interrogatoire, il va être relaxé. Et les policiers savent bien que ce bonhomme-là n'a rien à voir avec la mort de Maurice Vien. Mais dans ce cas-là, quoi qu'en disent les sceptiques, on ne peut plus parler d'une information évasive, floue, nébuleuse, puisqu'il a lui-même conduit les gens au corps de Maurice Vien. Mais est-ce que ce médium-là était reconnu pour certaines compétences? Parce que vous l'avez dit, quelqu'un disparaît. Moi, quand il y a une disparition, je suis inondé de courriels de gens qui savent où on va le trouver, ils se disent être des médiums, puis il n'y en a pas un qui dit à la même place. Oui, absolument. C'est quoi ses compétences, ce monsieur-là? Vous l'avez vu? Bon, il n'était pas médium, en fait, en soi. En fait, il était médium, il était connu dans son entourage pour avoir... on perdait nos clés, on appelait ce bonhomme-là, il disait « Ah, tu devrais regarder à tel endroit. » Donc, je ne dirais pas que c'était un médium. D'ailleurs, on n'a jamais révélé son nom dans les médias. C'est un bonhomme qui ne veut pas faire carrière là-dedans, ne veut pas faire de sous avec ça, il ne tient pas à être reconnu. La seule chose que je peux vous dire, il travaille dans le domaine de l'automobile. Est-ce qu'il a déjà fait d'autres découvertes? Est-ce que les policiers, après cette expérience-là, ont déjà rappelé ce monsieur-là? Non. Il a été tellement traumatisé par la façon cavalière dont il a été traité par les services de police qu'il a refusé après ça de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là. Pour lui, c'est terminé. La recherche d'enfants disparus, tout ça. Malgré les 3-4 cas très publicisés des dernières années, il n'a pas voulu participer. Vous parlez d'un certain nombre d'autres cas aussi assez spectaculaires, entre autres dans le temps de FLQ, quelqu'un de Colombie-Britannique. Oui, ça c'est tout à fait extraordinaire et peu de gens savent ça. Lorsqu'il y a cette disparition de Cross et Laporte en 1970, donc durant cette fameuse crise du FLQ, donc tout le monde cherche les deux disparus, les deux kidnappés. On parle ici de 2 cellules différentes qui ont enlevé d'une part Cross, qui était un envoyé, un attaché britannique, et puis Laporte, qui était le ministre du Travail. Donc 2 cellules différentes qui enlèvent ces 2 personnages-là. Il y avait déjà après l'enlèvement de Cross, il y avait eu un ultimatum qui avait été lancé aux autorités canadiennes, qui n'a pas été respecté. Donc à ce moment-là, on va enlever Laporte.
Et au moment où tout ça se fait, évidemment, tous les médias pan-canadiens parlent de cette crise-là qui ébranle le Québec. Et à ce moment-là, il y a à Prince-Georges, en Colombie-Britannique, c'est la capitale du Nord, mais c'est très isolé, Prince-Georges. Donc, il y a un animateur de radio qui dit, tiens, c'est le fun, au Québec, il y a un peu du grabuge qui se passe. Il y a ces deux bonhommes-là qui ont été enlevés, Pierre Laporte et James Cross. Il décide donc de contacter une médium américaine, Erin Hughes, qui est bien connue aux États-Unis. Elle a fait toutes sortes de déclarations. Elle avait d'ailleurs prédit l'incendie de la cabine Apollo 1 sur la rampe de lancement en 1967. Donc, il contacte cette bonne femme-là. Et on lui dit, écoute, il y a ces deux bonhommes qui ont disparu au Québec, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Et il faut bien savoir qu'aux États-Unis, et en particulier dans l'Illinois, les problèmes du Québec ne font pas la une des journaux là-bas. Donc, Erin Hughes n'est pas au courant vraiment de ce qui se passe au Québec. Donc, ce journaliste de la radio de Colombie-Britannique la met un peu au parfum. Et là, elle dit, je vous entends me parler, puis je peux vous dire que pour le premier monsieur dont vous m'avez parlé, là, Pierre Laporte, j'ai de très mauvais pressentiments. J'ai un sentiment que ce bonhomme-là, sa vie est menacée. Et là, elle parle d'une Chevrolet abandonnée. Elle parle également d'un tarmac, d'un aéroport, lorsqu'elle parle de Pierre Laporte. Et pour ce qui est de Cross, elle dit, de son côté, mes sentiments sont meilleurs. J'ai l'impression qu'il va bien, qu'il va y avoir un bon dénouement. Et elle dit, je crois qu'il faut retenir la date du 6 octobre dans cette histoire-là. Ça va jouer un rôle important. Et elle dit, elle ajoute une information qui est tout à fait extraordinaire. Elle dit, ce bonhomme-là, ce deuxième homme, Cross, elle dit, je vois une maison de briques rouges qui se trouve à 6,5 km du centre-ville de Montréal. Et cet homme-là est maintenu dans cette maison-là. L'histoire va lui donner raison. Et on ne parle pas ici d'informations floues. Quelques jours après cette intervention de Erin Hughes, on va retrouver le corps de Pierre Laporte à l'entrée sur un parking devant l'aéroport de Saint-Hubert. Il a été assassiné, il se trouve dans la malle arrière d'une voiture Chevrolet. Et effectivement, le 6 octobre, la police, la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation de certains membres du FLQ. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des langues qui vont se délier. Et quelques semaines après, on va libérer James Cross, qui est retenu dans une maison de briques rouges à 3 étages, rue des Ricollets, qui se trouve à 7 km du centre-ville de Montréal. Donc, on est là en présence d'informations qualitatives que l'on peut vérifier. Mais ça reste des phénomènes qui sont exceptionnellement rares. Parce que dans l'ensemble des informations, vous l'avez mentionné, que rapportent des médias... Oui, il y a plusieurs cocos qui nous disent à peu près n'importe quoi. À peu près. Alors, si vous voulez, on continue là-dessus. On va parler d'autres dimensions sur la perception extrasensorielle, les esprits, l'exorcisme. Vous avez assisté à plusieurs exorcismes. Oui, absolument. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Dans 3 minutes, à tout de suite. Avec moi, Christian Page, qui a écrit L'enquêteur du paranormal. Avec moi, Christian Page, qui a écrit L'enquêteur du paranormal. L'enquêteur a parlé à d'autres enquêteurs américains qui, eux, n'hésitent pas à utiliser des médiums parce que ça a tellement fonctionné pour eux autres. Quand on regarde, par exemple, il y a un cas célèbre aux États-Unis, lorsque l'on parle des tueurs en série, l'un des grands tueurs en série, entre guillemets, là, quand je dis grand tueur en série, il s'agissait de John Wayne Gacy, qui a fait un peu trembler la ville de Chicago là, dans les années 70. Le chef d'enquête à l'époque, je dis Chicago, mais en fait, ça se passe à Des Plaines. Des Plaines est une banlieue de Chicago, un peu comme Verdun l'est de Montréal. Donc, on a des disparitions d'enfants qui se produisent à cet endroit-là. La police est saisie de l'enquête et le chef de police de Des Plaines, un certain Joseph Kozenczak, va à ce moment-là, par un concours de circonstances, va avoir à travailler avec 2 médiums. Et ces médiums vont lui donner des informations, vont lui dire, par exemple, qu'il s'agit d'un tueur en série, que les corps que la majorité des corps vont être retrouvés sous la maison de l'assassin. Les corps ont été déplacés de telle ou de telle façon. Et l'élément déclencheur de cette enquête est la disparition d'un jeune adolescent du nom de Robert Peast. Et la médium, une des médiums, Dorothy Allison, va dire à Kozenczak, elle va lui dire, le jeune Pease, par exemple, ne se trouve pas parmi les victimes que vous allez trouver sous la maison de votre assassin. Elle dit, vous allez trouver son corps le 1er mars et pas avant.
Et c'est le 1er mars, vous allez le trouver près d'un tel motel ou près de l'autoroute 55. Donc, éventuellement, les policiers vont arrêter Gacy, vont trouver... Gacy a tué 33 personnes. On va retrouver 26 corps sous sa maison. Le jeune Robert Peace n'est pas au nombre de ces victimes-là. Et tout ça a été colligé dans les notes de Kozenczak. Lorsque la médium lui parlait, il a colligé ces notes-là. Et finalement, on mène l'enquête. Gacy est arrêté, il est suspecté de ces morts-là. Et puis, quelques semaines après, notre médium, Dorothy Allison, est retournée chez elle au New Jersey. Kozenczak est dans son bureau. Il reçoit un coup de téléphone de la police de Chicago, lui disant qu'on a trouvé près d'une rivière, en fait près de la rivière Illinois, on a retrouvé un corps qui pourrait être le jeune Pierce. Kozenczak regarde sur son bureau, il est frappé. La date, on est le 1er mars. Comme l'avait dit Dorothy Allison. Il se rend sur place. Dorothy Allison lui avait dit également, rappelez-vous le mot Evergreen, c'est très important, c'est lié à cette histoire-là. Lorsqu'il arrive sur place, c'est une petite rue qui passe à travers un cimetière, le cimetière Evergreen. Lorsqu'il arrive au bout du cimetière, les services de police de Chicago sont là. On amène un corps qui malheureusement est en état de squelette. Ce corps-là est identifié comme le jeune Robert Peace. Donc, on a la date, le nom, Evergreen. Dorothy Allison également avait dit, ce corps-là se trouve près d'un endroit où on sent des odeurs d'huile. Il y avait une station-service, elle a dit non, c'est plus marqué que ça. Et lorsque Kozenczak regarde le corps du jeune Peace qu'on vient de découvrir, de l'autre côté de la rivière Illinois, il y a les usines pétrochimiques de Texaco, quelque chose comme ça. Comment vous expliquez ça, l'enquêteur sceptique, là? Vous dites, il y a des cas où ça marche très précisément. C'est quoi, là? Il parle à l'univers, il y a des ondes, ils captent, ils ont des antennes dans les oreilles. Comment ça marche? Là, je vais vous faire la grande révélation. Ça fait donc 90 ans qu'on s'intéresse aux phénomènes paranormaux. On en sait plus aujourd'hui sur la façon dont ces phénomènes-là se présentent. Certains d'entre eux ont été bien documentés, mais on ignore la mécanique de ces phénomènes-là. Quiconque, ici sur votre plateau, viendrait vous dire, dans l'au-delà, par exemple, ça marche de telle ou telle façon, les esprits doivent passer par une période de transition. Très dubitatif. Je peux vous dire, je vous comprends, je peux vous dire que le guide Michelin de l'au-delà, ça n'existe pas, et la recherche dans les phénomènes paranormaux ne va pas dans ce sens-là. On n'a pas d'explication, on ne sait pas comment fonctionne la mécanique, on ne peut que constater des faits. Évidemment, dans des cas comme ceux-là, parce qu'il faut donner quand même la parole à nos amis des associations sceptiques, ils sont nombreux aux États-Unis, on a une association également au Québec. Ces gens-là vous diront, oui, mais quand on met ces médiums-là dans un laboratoire, ça ne fonctionne pas. Et ils ont raison. En fait, qu'est-ce que l'on constate, moi, comme enquêteur, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'on regarde l'ensemble des dossiers. C'est vrai que ces phénomènes-là, lorsque l'on parle des médiums, les médiums semblent beaucoup plus performants à l'extérieur du laboratoire que dedans le laboratoire. C'est pas des bons rats. Ah, c'est ça. Et les sceptiques vous diront, s'ils réussissent moins bien dans un laboratoire, dans des conditions contrôlées, c'est peut-être parce que c'est plus facile de duper, c'est plus difficile de duper des gens dans un laboratoire en conditions contrôlées que sur un terrain. C'est vrai, mais c'est une approche, à mon avis, qui n'est pas fertile. Mais l'histoire des esprits, là, on a eu la fameuse table là, qui a brassé, là, dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années, là, ici au Québec. Mais vous dites, ça, le spiritisme, c'est commencé depuis près d'une centaine d'années. Et il y a des gens qui faisaient des expériences avec, on appelle ça des ectoplasmes, et avec de la paraffine, et réussissaient, tu sais, mettons que la table bouge, là, ils jetaient la paraffine, puis ça faisait des formes de mains, des choses. Expliquez-moi ça. C'était vraiment extraordinaire. Là-dessus, j'avais le dubitatif, le piton du dubitatif à on. C'est vraiment extraordinaire. Au début du 20e siècle, à peu près, lorsque vraiment les sciences rationnelles sont arrivées, on a demandé aux médiums, donc ça faisait à peu près 50 ans, 60 ans qu'on faisait des séances de spiritisme, on a demandé aux gens d'apporter des preuves plus concrètes que la simple communication avec l'au-delà. Et on a commencé à faire ce qu'on a appelé des moulages spirites. Donc, comment ça se passait? On avait notre séance médiumnique, on avait des gens autour de la table, on faisait venir un médium, et on plaçait au milieu des participants un baquet d'eau bouillante sur laquelle flottait une couche de paraffine. Et on demandait à l'esprit qui se manifestait de poser sa main, son pied, une partie de son corps dans la paraffine. Alors, ce qui se produisait, tout ça était fait évidemment dans l'obscurité. On entendait la paraffine qui barbotait. Il y avait une sorte de substance qui sortait de ce bac-là et venait se déposer devant les participants. Et lorsque l'esprit retournait dans l'au-delà, il ne restait qu'un moulage de sa main, de son pied. Alors, on voit un moulage de main. Un moulage des mains. Donc, ce qui se produisait, c'est ce qu'on avait, c'était évidemment une sorte de gant très, très mince. Et pour le préserver, ce que les gens ont fait à l'époque, ils ont pris ces moulages-là en paraffine
Ils ont coulé du plâtre à l'intérieur. Donc, ce que l'on voit, c'est le moulage de plâtre. On voit ici deux mains qui sont jointes entre elles. Elles ont été réalisées dans les années 20 par un médium européen qui s'appelait Franek Klauski. Mais sous la surveillance d'un groupe de parapsychologues qui faisaient des expériences. Ce qui est détonnant là-dedans, je n'ai pas d'explication. Est-ce que l'au-delà se manifeste? Je ne sais pas. Mais on est en présence de quelque chose de tout à fait exceptionnel. Croyez-moi, j'ai vu ces moulages-là. Je suis allé à Paris. Il y en a quelques-uns qui sont gardés à l'Institut métapsychique international à Paris. On les a mis devant moi. On voit réellement que ce sont des mains d'adultes par leur morphologie, hein, le pli des mains, la texture de la peau. Et pourtant, ce sont des mains qui sont à peine plus grandes que des mains d'un enfant de 8 ou 9 ans. Ce sont des toutes petites mains, des mains d'enfants, mais qui ont les caractères des mains d'adultes. Et les observateurs les ont pas vus, là? Vous dites à l'obscurité, il y a peut-être quelqu'un assis en dessous de la table qui allait plonger ses mains dans le paraffine. Mais vous comprenez, dans l'obscurité, et ce qui est étonnant également, c'est que non seulement ces mains-là sont plus petites, elles ont une morphologie d'adulte, mais ce sont des mains d'enfants. Certaines d'entre elles ont les doigts croisés, les mains pliées, des mains jointes. Essayez d'imaginer, essayez de mettre des gants, mettez vos mains dans des gants et essayez d'enlever votre gant sans déplier les doigts. Parce qu'évidemment, si quelqu'un se mettait les doigts comme ça dans un moule de paraffine, pour retirer ses mains, il faudrait qu'il déplie ses doigts, briserait le moule. La qualité de ces moulages-là montre qu'on n'est pas en présence de mains qui ont été sculptées dans la glace, ni de mains qui ont été faites en sucre, qu'on aurait pu après diluer dans l'eau. On ne sait pas comment ça a été fait. Et il est possible que ce soit une fraude. J'ai des amis, par exemple, qui sont très sceptiques en Italie, qui ont tenté l'expérience. Ils ont réussi, avec un type de paraffine beaucoup plus souple, à faire un moulage et à retirer leurs doigts, même si les mains étaient liées. Le problème, c'est qu'ils ont dû utiliser plusieurs couches de paraffine. Ça leur a demandé des heures faire ça. Et sortir leurs mains du moule a demandé un exercice vraiment de contorsionnisme. Ces moulages-là ont tous été réalisés en moins de 30 minutes, dans l'obscurité la plus totale, avec un médium seulement, et qui faisait ça, évidemment, en étant tenu par la main droite et la main gauche par les autres participants. Parce qu'évidemment, lorsque ces gens-là se trouvaient assis entre eux, leurs pieds étaient collés, leurs mains étaient tenues. Donc, il aurait fallu que Franek Klauski, c'était le nom du médium, réussisse à dégager sa main, faire croire aux participants de droite qu'il tenait toujours sa main, qu'il ne la tenait plus, se mettre la main dans la paraffine, enlève le gant, coule, bon, etc. Et évidemment, tout ça dans l'obscurité en moins de 30 minutes. Évidemment, si Franek Klauski, qui était un bonhomme de 5 pieds 8... Il sortait ça de... Non, voilà. Et là, on a pensé également à ça. Les parapsychologues qui étaient sur place ont placé dans la paraffine, à l'insu des participants, par exemple, un colorant bleu. Et lorsqu'il y a eu le moule qui a été fait, le moule contenait de ce colorant bleu qui n'avait été rajouté qu'à la dernière seconde. Vous croyez aux esprits? Je ne sais pas. Les manifestations sont bien réelles. Maintenant, j'hésite à dire, est-ce que l'on est visité par mon oncle Albert qui revient de l'au-delà? Les manifestations sont bien réelles. Les gens nous racontent ça et je pense qu'il faut avoir une oreille attentive, bienveillante à ce que les gens nous racontent. Maintenant, est-ce qu'on est en présence de revenants qui viennent d'une autre dimension? La preuve n'est pas faite. On tombe ici dans un domaine de la croyance et le journaliste que je suis ne va pas jusque-là. Vous vous êtes intéressé aux ovnis. Ça a été même votre premier intérêt, vous l'avez dit, pour passer au travers l'épreuve que vous aviez vécue dans votre jeunesse. On va en parler au retour dans 3 minutes. Christian Page, avant de parler des ovnis, je le disais tantôt, vous avez assisté à des exorcismes. Oui. Et est-ce que, parce que je vous demandais si vous croyez à ça, les esprits, là, avez-vous vu les esprits? Comme je dis, les phénomènes sont réels. Maintenant, est-ce que ce sont des phénomènes qui sont liés à nous, des revenants qui viennent de l'au-delà, nous hanter? On n'a pas cette preuve. Avez-vous vu des choses aussi spectaculaires que dans le film L'Exorciste? Non. Donc, il faut bien s'entendre, comme par exemple des phénomènes... L'Église établit des règles. Elle nous dit, bon, pour avoir un cas d'exorcisme, il faut que la personne puisse voir des choses qui ne lui sont pas connues, donc une sorte de phénomène de clairvoyance. Il faut que cette personne-là puisse parler une langue qu'il ne connaît pas, et cette personne-là doit pouvoir démontrer une force physique surhumaine. Donc, vous n'avez pas vu de tête qui tourne? Non. Donc, l'Église se montre très prudente. C'est vrai qu'avec Benoît XVI, on voit une multiplication d'exorcismes. Benoît, il aime ça, les exorcismes. Il en forme des exorcismes. Et là, apparemment,
moment, il y a une demande pour former des exorcistes. Mais jusque sous Jean-Paul II, heureusement, la plupart des cas d'exorcisme étaient envoyés chez le psychologue et chez le psychiatre. Est-ce que vous avez vu? Bon. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il est vrai qu'ici au Québec, on est très frileux, les diocèses sont très frileux avec les exorcismes, mais c'est vrai que des prêtres ont pratiqué des exorcismes sans le consentement de l'évêque. Est-ce que c'est spectaculaire? Ce que j'ai cherché le démon et je n'ai vu que des pauvres diables. Ah, OK. Donc, des gens qui... Je n'ai rien vu qui ne s'explique pas par des pathologies psychiatriques. Okay, donc, des gens qui étaient un peu maganés. Oui, voilà. Okay. Et l'interprétation de ces exorcistes improvisés était que ça devait être le diable, etc. Mais je n'ai pas vu de cas semblable. C'était des coucous. Voilà. Parlez-moi des ovnis. On va en parler un peu rapidement parce que j'ai fait quelques émissions antérieurement là-dessus. Vous vous êtes intéressé beaucoup aux ovnis. Oui. En proportion du nombre de cas qui sont soulevés, c'est quoi, je dirais, les cas qui n'ont pas de réponse scientifique? Établissons une règle très simple. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pendant 20 ans, l'armée américaine s'est intéressée à la question des ovnis. C'était leur intérêt. On était en pleine guerre froide. Et en 1969, l'armée américaine s'est retirée du dossier. En 1969, ils n'ont pas dit les ovnis n'existent pas. C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit on a un certain nombre de cas, à peu près 10 pour lesquels on n'a pas d'explication. C'était pas des cas insuffisamment détaillés. L'armée avait une catégorie cas insuffisamment détaillés et il y avait des cas bien documentés, mais pour lesquels on n'avait pas d'explication. Ce qui représentait à peu près 10 des signalements qui avaient été faits à l'armée américaine. Ce que l'armée américaine nous a dit également en 1969, c'est que dans ces cas-là, il n'y avait pas eu une menace à la sécurité nationale. Or, le rôle de l'armée, c'est de protéger le territoire. Puisque ces cas-là ne menacent pas le territoire, il n'y a pas de menace envers la population, l'armée, on dit, ben voilà, nous, on ne voit plus d'intérêt là-dedans. Si des chercheurs veulent prendre le relais, qu'ils le fassent. Évidemment, j'entends déjà les sceptiques ou en tout cas les amateurs de conspiration qui nous diront, oui, l'armée ont tiré la plug là-dessus, mais c'était pour mieux manipuler l'information parce qu'ils savent tout, ils nous cachent tout. Bon, la démonstration est de leur côté, il faut qu'ils nous fassent ça comme démonstration. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'armée s'est retirée en 1969 sous le prétexte que ces cas-là ne menaçaient pas la sécurité du territoire. Mais vous reconnaissez dans le livre qu'il y a plein de cas qui sont facilement explicables par des phénomènes scientifiques, mais il y en a un à Montréal, l'OVNI de la place Bonaventure. À la place Bonaventure, vous êtes arrivé sur place juste un peu trop tard. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on le sait? Donc, très rapidement, il est à peu près 19 h. Des gens qui se baignent dans la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure voient un objet au-dessus de leur tête, une sorte de couronne lumineuse. On informe les services de sécurité qui, eux, contactent la police de la CUM à l'époque, comme on l'appelait. La CUM se rend sur place, constate le phénomène. C'est la ronde des appels. On contacte Dorval, on contacte l'aéroport de Mirabel, on contacte Saint-Hubert. La GRC intervient dans le dossier. Et bref, tout ça pour dire que le phénomène va perdurer jusqu'à vers à peu près 22h30, vers 23h. Le phénomène, et là, je vais vous parler en pied parce que les données qu'on a d'Environnement Canada l'ont été en pied. On avait à peu près une couverture nuageuse d'à peu près 4000 pieds sur Montréal qui descendait sur la métropole. Alors, au moment où la photographie que l'on voit à l'écran a été prise, cette photographie a été prise par un journaliste, Marcel Laroche, du journal La Presse. Marcel prend sa photo vers à peu près 21h, 21h30. On sait à ce moment-là que la couche nuageuse est à peu près à 3000 pieds. Comme l'objet est en partie dissimulé dans le nuage, parce que les gens, au départ, nous disaient « je voyais 7 ou 8 lumières ambre autour d'une masse centrale ». Est-ce que ça bougeait? Non, c'était tout à fait immobile. Et vers 21h, c'est comme si l'objet était un peu incliné. Les lumières supérieures disparaissaient dans le nuage, mais les lumières inférieures étaient toujours visibles. Donc, on savait que l'objet était à peu près à la hauteur du nuage. Comme on sait que le nuage était à 3000 pieds et qu'on connaît la longueur focale utilisée par Marcel Laroche, on a pu déterminer que l'objet avait à peu près la dimension de 5 terrains de football mis bout à bout. Cette photographie a été envoyée à des gens qui ont utilisé les mains des gens à la NASA, au centre Ames de la NASA en Californie. Et l'un des chercheurs là-bas a utilisé la technologie utilisée pour l'analyse des photographies des sondes planétaires. Et il a déterminé que l'objet qu'on voit sur la photo n'est pas un reflet. C'est bel et bien un objet qui est dedans le nuage. Alors, si vous voulez, on fait une pause, puis on va essayer de savoir c'est quoi dans 3 minutes. Alors, Christian Page, qu'était-ce donc que ce phénomène aperçu par des milliers de personnes à Montréal?
Le lendemain de l'observation, évidemment, tout le monde sont allés un peu de leur explication. Il devait s'agir d'un reflet, il devait s'agir d'une aurore boréale, d'une planète, etc. Mais quand on regarde l'ensemble des faits, on décortique l'information, aucune de ces explications ne tient la route. Pour l'instant, 20 ans plus tard, le phénomène de l'OVNI de la place Bonaventure reste un phénomène aérien non identifié, non identifiable. Point à la ligne. Était-ce des gens venus de Bételgeuse? Je l'ignore, mais c'est un excellent cas OVNI. En tout cas, vous aimez ça quand vous êtes très sceptique. Vous aimez ça quand vous avez une explication, puis il y en a 3 ou 4 que vous n'avez pas. C'est intéressant à lire. Ça s'appelle L'enquêteur du paranormal de Christian Page. C'est publié aux éditions Publistar. Donc, c'est toute une carrière d'enquêteur de 35 ans qui est résumée dans ce livre-là, qui traite toutes les dimensions du paranormal. Merci beaucoup, Christian Page. Plaisir. C'est tout en ce qui nous concerne aujourd'hui. On se retrouve à l'heure habituelle demain. Bye-bye.